Votre histoire personnelle, elle a évidemment beaucoup compté. Vous l'avez écrit, un très très beau livre qu'on peut commander encore en librairie, qui est un livre extraordinaire. Vous racontez votre naissance d'un père allemand inconnu, soldat allemand, avec une mère française. Amour caché, hein. Vous l'avez découverte au fond tardivement, ça. Très. Trop. Trop, et c'est dommage, parce qu'en fait, la vraie vérité, le vrai message de ce livre n'était pas de dire la honte, etc., parce que je pense que des humains, il n'y a pas de honte, à part les périodes où on coupe, où on rase la tête des gens, et puis les petites mentalités dénonciatrices, etc. Vous savez, il y a tout dans les guerres, après les guerres, et encore malheureusement loin après. Bon, alors l'humanité, c'est l'humanité. Vous avez un résumé terrible. Et la pauvreté de l'humanité reste malheureusement très évidente. Par contre, ce que moi personnellement, qu'on me raconte, ma mère m'aurait raconté une très jolie histoire, genre Shakespeare, vous voyez, Roméo, Juliette, Isolde, etc., etc. J'aurais adoré qu'elle me raconte l'amour qu'elle avait pour ce jeune homme beau, etc., brillant, musicien, etc. J'aurais aimé qu'elle m'en parle au lieu de me le cacher. Il était musicien, vous l'avez découvert plus tard. Oui, c'est vrai. Mais ce que vous savez à l'origine... C'est un cadeau, le jour. J'ai appris à 35 ans que mon père était musicien, violoniste et chef d'orchestre. Bah, au moins, je dis, lui, au moins, il m'a fait un cadeau. Parce que dans ma famille maternelle, c'est vrai que musicalement et artistiquement, c'est pas là-dessus qu'on était les plus doués. C'est un début terrible. Vous avez cette formule que je trouve... Vous dites, je n'étais pas programmé pour exister. Et pour être heureux. Ouais. Mère, très dure. Ouais, pas très gentille. Il y a un moment terrible où vous racontez qu'elle dit « cesse de m'appeler maman ». Ah, le jour de son mariage. Ouais. J'avais 10 ans. 9 ans, oui, bon, enfin... Il y a peu de gens qui ont subi ça. Ça, c'est vraiment... Ouais, mais oui, parce que, si vous voulez, moi, j'aimais ma mère. Et aimer sa mère, ça paraît normal, hein, ça paraît logique. Et puis un jour, vous dites, si je continue, je vais dans le mur, quoi. Enfin, c'est une expression d'aujourd'hui. Et moi, je ne me suis pas dit, je vais dans le mur, mais je vais à la catastrophe. Enfin, je vais me détruire. Donc un jour, il a fallu que je quitte l'affectif, l'espoir d'affectif avec cette femme, Madeleine, et qui est devenue Madeleine, et pas maman. En plus, c'est un nom que j'ai du mal à dire, parce que c'est un mot qui a trop de sens dans mon imaginaire et pas assez dans la réalité. Parce que pour moi, la maman, moi je suis fasciné par la vie animale, par les leçons des animaux, les leçons que j'appelle moi des leçons d'humanité, données par les animaux, et des images de tendresse, d'amour profond et de don de sa vie. Et quand je vois ça, quand vous voyez dans un documentaire animalier, je me dis, mon Dieu. Ou dans la rue, ou dans les TGV, une maman avec son enfant, ça doit être très... Oui, mais même pire que ça, même sans parler d'enfant, voir quelqu'un pleurer... vous voyez, tout de suite, ça m'attendrait. On était dans le train tout à l'heure avec Marie, et il y a eu quelqu'un qui s'est mis à pleurer comme ça, et ensemble, on s'est dit, on a envie de le prendre dans nos bras, voilà. Comment on survit à ça quand on a une mère qui vous rejette en grande partie, un père inconnu, hein, parce que vous l'avez découvert très tard. Mais ça, c'est pas grave, ça. Et pourtant, vous avez l'air tellement équilibré. Bah oui, hein, fort, très fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu que la vie n'était pas très très gentille avec moi, et je me suis replié et j'ai créé ma vie. J'ai créé mon univers. Et ce qui fait que pendant toute mon enfance et très longtemps, j'étais dans le coin de la cour, ou dans le coin de la rue, ou dans le coin de je ne sais quoi, ou partout j'étais, et je regardais le monde, et surtout, je le vivais de l'intérieur. Ce qui fait que je suis passé à côté de ma vie, d'une certaine façon, mais j'en ai construit une dans le même système qui paraissait logique et normal, sauf que moi, j'étais un martien, et je suis toujours un peu un martien aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je rentre un petit peu plus dans l'humanité, dans le social, mais c'est très difficile pour moi. L'affection, vous la reportiez sur qui ? Parce que sans parents presque, vous la reportiez sur qui, l'affection ? Les rêves,
l'imaginaire, le fantasme. Et vous rêviez à quoi? Les femmes, j'ai toujours été amoureux. Mais j'étais enfant. Et après, plus tard, adolescent, etc., les femmes ont toujours été très, très importantes. En plus, je l'ai dit dans mon livre, j'en parle, le premier ange que j'ai rencontré sur Terre, c'était une femme d'une douceur qui maintenant est très âgée et qui, voilà, maintenant a commencé un peu à nous quitter, que j'ai retrouvée il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Sœur Agnès et qui était aux Sœurs Saint-Vincent-de-Paul, chez les Sœurs Saint-Vincent-de-Paul. Et c'était un ange. Et récemment, j'ai reçu un courrier d'un monsieur qui me dit « Moi aussi, j'étais à Saint-Vincent-de-Paul à telle et telle époque. Il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Agnès. Est-ce que vous avez... » Je lui ai répondu, bien évidemment. Et lui aussi me disait, il ne m'a pas dit c'était un ange, mais il m'a dit c'était la seule sœur qui était gentille dans toute l'institution. Et c'est vrai, c'était un ange. C'était le bon Dieu, quoi. Les enfants illégitimes, à l'époque, on disait bâtards, hein. C'était le mot je sais, je connais bien. Et, je l'ai bien entendu dans la famille. Dans les cours de récréation, voilà. J'imagine. Et d'un enfant, d'un père allemand, inconnu, j'imagine. Alors ça, c'est... Alors, c'est là où je trouve qu'il y a eu injustice, un petit peu, si vous voulez, par rapport à Madeleine, car, en fait, elle a échappé à tout ça. Et c'est ça qui m'a fait lui en vouloir un petit peu plus longtemps que prévu. Parce que si vraiment elle avait souffert de tout cela, autrement que dans sa propre tête, si elle avait vraiment charnellement souffert de cela, si elle avait vécu la honte, non. Sa famille, le village, la famille, la famille, les sœurs, plus ou moins, à l'unanimité, l'ont toujours protégé, soutenu. Donc voilà, pourquoi cet acharnement, je ne sais pas, mais... Les enfants illégitimes, à un moment donné, veulent toujours rencontrer leur père, hein, ils le cherchent, pas vous. Ben non, pourquoi faire? Aller chercher un fantôme, pourquoi faire? Pour revivre quoi? L'absence est une absence, on ne peut la combler par rien du tout. Mais vous connaissiez son nom? Est-ce qu'il est encore vivant? Il est encore vivant? Je ne sais pas du tout. Ouais. Vous connaissiez son nom? Vous savez où il habitait? Oui, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Moi, c'est pas moi qui ai fait l'enquête. C'est une demi-sœur. C'est très drôle comme ça s'est passé. Et un jour, ma mère, donc vous l'avez lu, m'appelle et me dit « Je te passe ta sœur ». J'ai cru que c'était la sœur de mon frère, de mon demi-frère, qui est plus que mon frère, c'est un ami, et sa sœur, donc, parce que j'ai été reconnu par un monsieur, j'avais... D'où le mariage va de l'autre côté. Bon, mais c'est amusant, tout ça, c'est anecdotique, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui reste de tout ça, finalement? Il y a des gens qui ont des vies tellement planes, hein, et quand on a une vie, un début de vie tellement compliqué, qu'est-ce qui reste de ça, quand même? L'espoir. Parce que, si vous voulez, tout ça, c'est encore dans... ça mène encore, malgré tout, c'est drôle... Enfin, c'est drôle, oui, c'est amusant, parce que c'est pugnace, hein, ces choses-là. Mais je crois que peut-être... Et c'est mon espoir d'aujourd'hui, maintenant, peut-être d'aller un peu vers une vie plus sereine, plus calme. C'est encore beaucoup, très tumultueux. Vous dites serein, vous êtes très combatif, hein, parce qu'alors, on parlait de cette enfance extrêmement dramatique. Mais c'est mon enfance qui m'a rendu comme ça. Vous avez eu des accidents de voiture terribles. Hein, vous avez été combien de temps à l'hôpital? Hors service. Je restais en fait 1 an hors service, quoi, puisqu'il y avait des broches. Enfin, j'étais devenu très mécaniquement incorrect. Il y a beaucoup de scènes avec vous de corps, hein, de corps souffrants. Je crois qu'il y a une ablation des amygdales qui tourne mal. Ah oui, ça c'était à Saint-Vincent-de-Paul, justement, quand je suis arrivé là-bas. C'est une horreur, mais c'est pas bon à raconter, ça fait très mal. Non, à chaque fois, ça m'arrache. Oh, non. Mais ça se faisait à l'époque comme ça. Mais là, je suis tombé sur un plombier, quoi. Le mec, il avait jamais fait ça de sa vie, enfin. Et ils m'ont loupé. Ouais. Et ils vous arrachent une partie de la gorge, et ils loupent tout. Et il faut le refaire 15 jours après, ou 3 semaines, je sais plus. Et ça a été... ça, c'est un souvenir des plus pénibles de ma vie.
Et c'est votre côté survivant, hein. Vous avez l'air comme ça très Ouais, les dents, calme. j'ai souffert des dents toute ma vie. On a dit parfois que vous étiez gnangnan, il y avait ce surnom méchant, on disait Gérard le dormant. Ouais. C'est pas vrai du tout, vous n'êtes pas gnangnan. Au contraire, c'est une bombe. À ceux qui me connaissent et qui m'ont vu, même le public d'ailleurs, vous dira, alors lui, il est tout sauf gnangnan. Mais ça, maintenant tout le monde le sait, et puis ça n'a aucune importance. Merci, Gérard Normand. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous.